Merci d'être présent. Ma présentation s'intitule Le modèle Wagner, déradicalisation, tension et ossification. I will present in French, but the slides of my PowerPoint are written in English, so maybe it can help some people there. So, go. Ça marche. Euh, les objectifs de cette présentation portent sur les travaux de juristes américains associés au mouvement des Critical Legal Studies. Leurs travaux s'intéressent à la loi Wagner, la loi, comme on en a parlé, qui encadre les rapports collectifs du travail aux États-Unis et qui font état d'une déradicalisation de celle-ci, de tensions avec le droit individuel du travail et enfin d'une ossification de la loi Wagner face à un monde du travail qui a changé. Le plus récent de ces travaux a maintenant 22 ans. Ouais. Qu'en est-il de ces constats aujourd'hui? Pour ce faire, je vais d'abord présenter les différents points abordés par les auteurs dans. Plus proche encore? OK. Dans leur contexte original, celui du droit du travail, du rapport collectif américain, pour ensuite ouvrir la discussion et parler de leur pertinence, cette fois-ci dans le contexte canadien qui m'est évidemment plus familier. Selon moi, des parallèles peuvent être tirés avec les constats des auteurs lorsqu'on s'intéresse à la question spécifique du droit de grève qui est centrale dans mes recherches doctorales actuelles. Alors, sans plus tarder, le premier texte que je tiens à vous présenter est un texte du professeur émérite Carl Clare, qui est un nom qui est souvent associé au mouvement des Critical Legal Studies aux États-Unis et qui fait état d'une déradicalisation judiciaire de la loi Wagner. Selon Clare, entre 1937 et 1941, la loi Wagner serait passée d'une mesure considérée radicale, du moins par les élites économiques et politiques, à une mesure qui aura paradoxalement protégé les droits de direction et les inégalités au sein de la distribution du pouvoir dans la société américaine. Si on exclut de cette analyse la loi Taft-Hartley de 1947, qui est survenue après la période visée par Cartler, euh, qui a effectivement réduit la portée des protections accordées au mouvement ouvrier, cette déradicalisation serait plutôt le fait d'une intégration complète du mouvement ouvrier par les interprétations qu'ont faites les tribunaux dans une structure qui a donné un rôle légitime à ce mouvement ouvrier, mais aussi un rôle considéré comme déradicalisé par l'auteur. Mentionnons que la loi Wagner accorde d'importantes protections au mouvement syndical, mais également d'importantes contraintes. Et à ce sujet, il y a certaines autres raisons qui sont mentionnées pour l'auteur pour expliquer cette déradicalisation. Le fait que la jurisprudence est passée d'un réalisme à un rigoureux formalisme au niveau de sa jurisprudence. Le fait que la loi, la liberté de contracter n'a été que très peu affectée par la loi Wagner. On pensait tout à la question des mouvements right to work et aussi que ça, c'est un point que je trouve quand même assez intéressant, qu'il y a une utilisation massive de l'argument de l'intérêt public pour justifier l'intervention des tribunaux dans des conflits de travail. C'est un peu l'essentiel de ce que Claire mentionne. Le deuxième texte que je vais vous faire part est un texte de la professeure également émérite Catherine Stone, qui, elle, fait état de tensions entre le droit des rapports collectifs de la loi Wagner, qui est assuré par le droit fédéral américain, et un nouveau corpus de droit individuel du travail qui, lui, est mis en place par les différents États américains. Euh, cette arrivée de nouveaux droits individuels qui touchent particulièrement la protection de l'emploi contre les congédiements, notamment. Ça ne s'est pas fait en complémentarité avec le droit des rapports collectifs déjà existants et la négociation collective, mais plutôt au détriment de ce droit des rapports collectifs, causant ainsi des disparités au niveau des travailleurs syndiqués et des travailleurs non syndiqués. Cette raison se retrouve au niveau du fait que le nouveau corpus de droit individuel est resté inaccessible en grande majorité aux travailleurs non syndiqués. La raison se trouve dans la question précise de la préemption de l'articulation entre le droit fédéral et le droit des États américains. La Constitution américaine mentionne que dans une éventualité qu'il y a un conflit entre le droit fédéral et le droit d'un État américain, c'est le droit fédéral qui est censé l'emporter sur le droit de l'État, c'est la clause de suprématie, mais également aussi
dans la façon même qu'on a considéré, qu'on a conçu le droit des rapports collectifs du travail, en donnant une exclusivité à l'arbitre de grève pour juger des litiges qui émanent et qui proviennent de l'interprétation ou de l'application de la convention collective. Et ce faisant, d'autres tribunaux ne peuvent pas être mobilisés dans des litiges qui proviennent de la convention collective. Et ainsi, le droit des États, qui peut être plus généreux dans certains cas, reste inaccessible. L'arbitre, quand il s'intéresse à un litige d'une convention collective, c'est la convention collective qui va appliquer. Alors, c'est la raison essentiellement qui explique cette tension entre un droit des rapports collectifs et un droit individuel du travail. Et enfin, dernier texte pour cette première partie de présentation que je vais vous présenter est un texte de la professeure de droit Cynthia Estlund, qui, elle, fait état d'une ossification du droit du travail américain. Cette ossification peut être résumée par le fait qu'il y a eu une absence d'expérimentation, une absence de changement notable au niveau de ce droit des rapports américains, notamment le droit des rapports collectifs, depuis son adoption en 1935 avec la loi Wagner. Et ça se retrouve principalement pour le droit des rapports collectifs au niveau de l'impasse que la classe politique, qui s'est formée au niveau de la classe politique, parce que celle-ci n'a jamais réussi à arriver à un consensus qui aurait permis des modifications majeures du droit des rapports collectifs par le fait que deux grands groupes d'influence ont exercé des effets contradictoires. Les employeurs et les syndicats ont causé, avec leurs intérêts contradictoires, ont aussi causé un statu quo. Ce statu quo a apporté de la rigidité, aucune nouvelle solution pour de nouveaux problèmes survenant dans le monde du travail. Et cette ossification également peut s'apprécier au niveau du faible effet que le droit constitutionnel américain et le droit international a exercé sur le droit du travail depuis son adoption. Comme résultat concret, on note une incapacité pour le droit du travail américain de reconsidérer le rapport de force et les moyens, pressions mis en place pour, dans le cas d'une négociation collective, qui sont à l'avantage, selon Estlund, de l'employeur, une incapacité d'assurer un processus démocratique concernant la négociation collective et une incapacité de mettre en place des recours et des sanctions qui sont réellement efficaces, notamment dans le cas de mesures antisyndicales. Je vous ai parlé de tout ça. C'est pour en arriver essentiellement au point central de ma présentation. Est-ce que, parallèlement au constat plutôt sombre que tirent ces trois auteurs-là, est-ce qu'on observe une certaine déradicalisation, une certaine tension, une certaine ossification également au Canada? Mentionnons que le droit des rapports collectifs au Canada est fortement influencé dans sa conception avec le droit des rapports collectifs américains. Alors, je vais essayer de tenter de voir si, avec vous, s'il y a des parallèles qui peuvent être tirés quand on s'intéresse de façon précise au droit de grève, qui, comme je l'explique, est central dans mes études doctorales actuelles. Alors, la première application possible de des textes que je vous ai présentés se retrouve au niveau peut-être d'une déradicalisation du droit de grève et peut être illustré avec le conflit récent qui a fait les manchettes cet été avec la compagnie de cheminots CN qui, selon moi, illustre quand même bien la question de l'exceptionnalisme permanent, un concept qui a été popularisé par les politologues canadiens Léo Panich et Donald Schwartz, que essentiellement l'exceptionnalisme permanent, c'est de mentionner que n'importe quelle raison est une bonne raison pour que l'État ou les tribunaux interviennent dans un conflit de travail et que essentiellement on s'attend à ce que l'État et les tribunaux interviennent quand un conflit de travail prend de l'ampleur. Et c'est l'état normal des choses. Donc, dans cette affaire, c'était le gouvernement fédéral qui avait évoqué un article, une disposition du Code canadien du travail pour imposer un arbitrage exécutoire à la suite d'un lock-out déclenché par l'employeur CN et ce faisant, réduisait aussi à néant la possibilité pour les salariés d'utiliser un droit de grève. À cet effet, le Conseil canadien des relations industrielles a jugé en faveur de l'intervention du gouvernement
et d'une imposition d'un arbitrage exécutoire. Et comme ce fait, le droit de grève et le droit de lockout sont complètement suspendus. À ce sujet, le ministre du Travail canadien, Stephen McKinnon, a mentionné que son gouvernement était toujours enclin à promouvoir la négociation collective, mais pas dans une façon qu'elle aurait des impacts majeurs sur l'économie canadienne. À cette citation, je me pose la question, c'est pas un peu le but d'une grève d'avoir des impacts majeurs, que ce soit sur le plan économique ou politique? Euh, un droit de grève qui serait sans effet, selon moi, est un droit de grève qui est une version plutôt déradicalisée de celui-ci et un peu vide du sens original dans lequel on l'a conçu. Et à cet effet aussi, on peut noter que le gouvernement canadien n'hésite pas à utiliser l'argument de l'intérêt public pour justifier son intervention, un peu comme le juriste Clare l'avait mentionné dans son texte. Une seconde application possible se retrouve au niveau de tensions qui, évidemment, ne sont pas de la même nature qu'est-ce que la juriste Stone mentionne dans son texte, vu qu'une organisation judiciaire et législative, évidemment, différente au Canada puis aux États-Unis. Mais reste que, selon moi, certaines tensions sont même palpables en deux conceptions de la grève. Une mise en place par les tribunaux canadiens de la Cour suprême du Canada dans sa jurisprudence, et une autre plutôt qui émane de la logique interventionniste de l'État dans les conflits de travail. D'une part, si on reprend la nomenclature de Michel Coutu proposée en 2004, il y a trois types de jurisprudence constitutionnelle: une jurisprudence purement formelle, une jurisprudence plutôt instrumentale et enfin une jurisprudence axiologique qui, celle-ci est basée sur de grandes valeurs auxquelles les tribunaux participent à leur mise en place et à leur propagation au sein de la société. Et de cette approche axiologique, on peut la mettre en lien avec l'interprétation théologique de la liberté d'association qui a été jusqu'à tout récemment centrale dans les différents arrêts que la Cour suprême du Canada a mis en matière de liberté d'association, notamment l'arrêt Saskatchewan Federation of Labour qui a garanti une protection constitutionnelle au fait d'utiliser le droit de grève dans une cadre de négociation collective. Cette approche théologique de la liberté d'association peut être définie par le droit de chacun de faire force et de s'associer et de faire force dans des termes plus égaux, un plus grand rapport de force à la puissance d'autres groupes d'intérêts auxquels leur, leur, leurs intérêts entrent en contradiction. Si on garde ça en tête et on regarde ce que j'ai décrit dans la diapositive précédente, on peut voir qu'il y a un certain contraste. D'une part, on garantit une vision, comme dit, axiologique du droit de grève. D'une part, on va plutôt avec une vision plutôt instrumentale dans la mesure qu'on fait un calcul quasiment utilitariste où l'intérêt de certains peut être limité lorsque il y a un intérêt général qui doit être atteint. Cette fois-ci, c'est des impératifs économiques qui sont mentionnés pour justifier une restriction du droit de grève. Alors, c'est une forme de tension, selon moi, deux logiques qu'on va percevoir au sein du droit canadien qui, pour moi, contraste d'une certaine façon. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'on assisterait à une certaine ossification du droit des rapports collectifs canadiens? Je crois qu'il y a une certaine déconnexion qu'on peut percevoir, notamment dans le fait que la grève a été conçue euh, dans la mesure que celle-ci doit s'effectuer de façon restreinte euh, à une négociation collective, dans le cadre d'une négociation collective, et que dans l'éventualité que l'État, comme je l'ai mentionné, intervienne, celle-ci ne peut pas être utilisée à cet effet en vue de contester dans un rapport de force qui, cette fois-ci, s'inscrirait avec l'État. Et ça peut être illustré par la décision N sur N KPA contre la FTQ Construction, où des travailleurs de la construction se sont essentiellement pour se poser un projet de loi euh, de, qui modifiait des composantes importantes du syndicalisme dans l'industrie de la construction, avaient eu recours à la grève et les tribunaux ont sanctionné le syndicat à cet effet. La grève est perçue comme uniquement devant se faire dans le cadre d'une négociation collective et pas qui implique un employeur et qui implique pas l'État cette fois-ci. Donc, le droit des rapports collectifs canadiens sur papier
et toujours en droite ligne avec les principes du pluralisme industriel, que la régulation du travail doit être faite d'abord et avant tout et de façon restreinte par ceux qui en font partie, c'est-à-dire les salariés et les employeurs, et ça sous l'État qui va chapeauter. Sauf on n'a pas pris en compte que l'État pouvait prendre une part beaucoup plus importante dans cette régulation du travail, en allant plus loin que la simple imposition de normes minimales ou procédurales, que l'État pourrait avoir intérêt à ce qu'un certain résultat soit atteint plutôt qu'un autre. Et ainsi qu'en absence de réels moyens de s'opposer à une intervention de l'État dans la sphère de la régulation du travail, ben, je crois que le rapport de force est encore plus débalancé, encore, c'est accentué ce déséquilibre-là entre un rapport de force, entre cette fois-ci, entre les travailleurs et l'État. Et donc, pour conclure, après 80 ans de modèle Wagner au Canada, ces grands principes n'ont que très peu changé, contrairement à, selon moi, les interactions entre travailleurs, euh, les employeurs et l'État. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci.